Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 36. Je suis Guillaume, votre présentateur et chroniqueur pour la chaîne d'AMD Fan France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le galérien de service et le galérien de la chaîne. J'ai nommé Louis. Bonsoir Louis. Oh! Ah oui, ok, t'es comme ça. Bah écoute, bah merci et bien salut à tous. Bonsoir, bonjour. On se retrouve pour le podcast numéro 36e. Et ouais, déjà. Et je suis chaud pour parler de ce programme qui a l'air vraiment juste magnifique. Tellement galérien qu'il ne fait aucun sens dans ses phrases, mais aujourd'hui je suis aussi rejoint par le plus grand fan de Santino Marella. J'ai nommé Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Et oui, en effet, puisque nous sommes réunis, comme l'a dit Louis, pour le podcast numéro 36e. Le Becherel français recréé par Louis. Euh, Je Et du coup, t'emmerde. cette semaine au sommaire, on va revenir sur la fin d'un tournoi, un abonné aux blessures et une réunion. On parlera aussi d'un lunaire semaine et pour notre top 5, nous parlerons des 5 pay-per-view que l'on souhaiterait revoir. Et évidemment, pour finir, nous répondrons aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. On se retrouve à tout de suite. Et donc cette semaine aux news, pour commencer, on va parler de Global Cruiserweight qui s'est terminé mercredi dernier, donc il y a une semaine pour vous, qui a vu le couronnement Jay Perkins, me semble-t-il, son nom m'échappe parce que je le confonds avec un autre ancien catcheur de la NXT, mais dans une finale très impressionnante entre Gran Metalik et ce dernier. Et donc, je voulais connaître vos avis. Ce que vous avez pensé de ce tournoi globalement et de ce qu'ils pourront faire plus tard? Vas-y, commence Louis. Alors, moi j'ai bien aimé cette, on va appeler ça une émission ou cette saison, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ce tournoi. Parce que c'est vrai qu'on voyait vraiment des gens débarquer de nulle part, assez quand même, d'un côté vraiment universel. On voit vraiment des gens venir de partout dans le monde et autant dire que les niveaux étaient vraiment bien élevés. Heu, voilà, honnêtement, c'était vraiment impressionnant. Moi, c'est il y a vraiment des choses qui m'ont impressionné chez certains. C'est fluide, c'était bien. J'aimais beaucoup aussi, mis à part le style, qu'avait le ring, avec les coins un peu rectangulaires, j'aimais bien. En violet et tout, ouais, je trouvais que c'était assez classe quand même et c'était assez original quoi, ça changeait. Mais sinon, c'était un bon tournoi. Après, est-ce que dans l'avenir ça marchera? À voir. Est-ce qu'ils vont avoir assez de place pour, justement à Raw pour, marcher dans l'avenir et bien y arriver? On sait pas, j'espère honnêtement, mais ça, il faut voir le futur pour le savoir. Pour ma part, ce Cruiserweight classique est une très bonne chose, hein. Il y a pas de doute là-dessus. Ça a été une très, très bonne émission du début jusqu'à la fin. J'ai pas vu tous les épisodes, mais j'en ai vu une grande partie et il y en a pas un qui m'a déçu quand on a eu, tout au long de la saison des grands matchs et plus on approchait de la finale, des demi-finales, plus les matchs s'intensifiaient. On avait des matchs d'une encore meilleure qualité. Donc, c'est clair que, le but de toute façon de ce tournoi, c'était pas de proposer un décor fabuleux avec, des storylines et cetera. C'était vraiment que du catch et c'est ce qu'on a eu et le in-ring était, époustouflant. Et c'est là qu'on a hâte de voir la division Cruiserweight arriver à Raw le 19 septembre. Donc, contrairement à Louis, moi, je me fais pas de soucis pour la suite, hein. Je pense que la division Cruiserweight à Raw, ce sera pas un flop, il n'y a pas de raison. On sait que Raw a du mal à booker ses 3 heures de show, hein. C'est assez difficile chaque semaine pour Raw du point de vue des audiences, etc. Parce que le show dure 3 heures et contrairement à SmackDown, il y a toujours une petite période de creux dans le show où on s'ennuie un petit peu. Et je pense vraiment que cette division Cruiserweight va modifier tout ça et va donner beaucoup de valeur au show rouge. Donc, je me fais pas de soucis pour la suite. Pour ce qui est du titre, je le trouve très original. Pour ceux qui se plaignent qu'ils reprennent toujours les mêmes designs de ceinture, etc., là, j'espère qu'ils sont contents parce qu'ils ont innové avec un tout nouveau titre, une toute nouvelle forme. Le cuir de la ceinture en violet, c'est assez original, je trouve. Ça va bien avec la division Cruiserweight. Donc, moi, le titre, j'apprécie également. Et pour ce qui était du tournoi, j'espère qu'ils vont en faire un tous les ans, ça serait pas mal.
Après, je sais que ça fait très très longtemps qu'ils avaient réfléchi à ce tournoi, hein. Ça n'a pas été décidé 2 mois à l'avance. Ça faisait, je crois, 2 ou 3 ans qu'ils réfléchissaient déjà à faire ce tournoi. Donc bon, je pense qu'ils vont, maintenant qu'ils sont sûrs du fonctionnement de ce tournoi et que ça fonctionne, ils vont le proposer de façon annuelle sur le network. Il y a de grandes chances. Donc c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de renouveler les cruiserweight chaque année. Enfin, en tout cas, j'espère. Et pour ce qui est du vainqueur, donc pour être très honnête, je ne connais pas leur parcours dans le circuit indépendant parce que je ne m'y intéresse pas. Mais de ce que j'ai vu dans les combats, etc., euh, c'était pas le favori, Perkins, celui qui a remporté le tournoi. Je crois pas que c'était le favori. Je crois que c'était plus métallique. Oh non, Mais du coup, c'était bah, c'était. clairement pas le favori. Non. Clairement pas. Ah bah c'est la full C'était say alors parce que ah mais non ils non non étaient. mais non c'était l'underdog ultime, hein. Ah Celui ouais. qui a gagné c'était l'underdog, hein. Ah oui. Bon, moi, c'est vous dire à quel point En gros pour ceux qui n'ont pas suivi le tournoi, les gros favoris c'était comment il s'appelle, Zack Sabre Jr. et Kota Ibushi, et beaucoup voyaient Ibushi ressortir vainqueur. Sauf que bah ils ont un peu fuck la police et ils ont renversé tout ce que les gens pensaient. Et donc entre Metallic et Perkins, c'était bien Perkins le favori. Non, non, c'était l'underdog. Ouais, donc c'était Metallic. Oui. Ah bah c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Merci Ah, Guillaume. Je mais parlais pas de tout le tournoi en général, hein. Tout le tournoi, ouais, j'avais entendu parler de côté Ibushi comme qu'il était le favori, hein. d'accord, ok. Mais entre les deux finalistes, moi je disais que bah, Perkins justement n'était pas le favori pour la finale, quoi. Autant pour moi. Donc c'était assez surprenant, je trouve. Donc, enfin, moi, je me fiais surtout au chant de la Full Sail University, hein, parce que je connais pas le passé de ces deux lutteurs, donc j'avais aucun favori. Je regardais en tant que simple spectateur. Et même en tant que simple spectateur, même si on ne connaît pas ces lutteurs, on passe que forcément un bon moment devant les combats. Donc voilà, on a qu'une seule envie, c'est que ça revienne l'année prochaine et même avant l'année prochaine, puisque tous ces bons lutteurs vont rejoindre Raw d'ici le 19 septembre. Donc on a hâte d'être au 19. Voilà. D'accord. Moi, un point de vue global, j'ai absolument adoré ce tournoi. J'ai eu du mal à m'y accrocher. J'ai regardé le premier épisode. Et ce qui m'a vraiment mis dedans, ça a été le match Gargano contre Ciampa, où les deux se sont donnés à fond. Et c'est sans aucune exagération un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis très très longtemps à la WWE. Que ce soit au niveau storytelling, enfin bref, je ne vais pas m'attarder sur ce match-là en particulier. Mais le tournoi était excellent. À mes yeux, un des meilleurs tournois que la WWE ait fait, peut-être bien depuis toujours. Mais j'en ai pas vu suffisamment pour m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, cette finale m'a vraiment surpris. Je m'attendais vraiment pas à voir du moins ces deux finalistes. Je m'attendais vraiment plus à un Kota Ibushi contre Zack Sabre Jr. parce que ce match aurait été absolument phénoménal. Et les voir être éliminés en demi-finale, c'était vraiment étonnant. Je m'y attendais absolument pas. C'est ce qui rend la chose encore plus belle justement, je trouve. Et cette finale, mais je sais pas si vous avez vu des photos de Perkins à la fin, avec genre sa poitrine rouge avec les cloques de sang sous la peau Ouais. à cause des athémies de Grand Metalik. Incroyable, impressionnant, vraiment. Un respect éternel pour ces deux catcheurs. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner par la suite. Et justement, j'aimerais vous demander votre avis sur leur futur à Raw, car vous n'êtes pas sans savoir qu'ils vont se retrouver, une dizaine de cruiserweight vont se retrouver à Raw, dont le finaliste qui est le nouveau champion. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à percer à Raw, peut-être avoir un rôle assez important dans le show rouge? Quel est votre avis là-dessus? Alors, comme je disais, moi, ce que j'ai peur, c'est que Raw ne fasse pas une grosse place justement au cruiserweight, ce qui serait quand même un peu étonnant, mais on sait jamais. Il y a eu des choses comme ça, des cas comme ça, même dans d'autres fédérations, où justement ça peut se passer comme ça. Moi, j'ai peur. Après, je pense pas quand même, parce que Triple H a l'air vraiment bien
impliqués dedans, on le voit, et William Regal pareil, mais bon, c'est pas pareil, ils ont pas la même voix, ils ont pas le même statut à la WWE. Mais oui, ça va faire un renouveau, quoi, parce que ça va faire longtemps que ce titre avait disparu, ils l'ont remis. Pour Perkins, je suis content du résultat aussi. Je me fais pas de soucis pour lui. C'est quand même un catcheur qui avait fait aussi beaucoup de preuves dans l'indie, enfin dans l'indie. Il avait été à la TNA. Donc oui, moi ça me fait pas peur pour lui. Après les autres, je les connais pas. Pour vous avouer, je connais pas vraiment les autres. Mais c'est après moi, vu ce que j'ai vu au cruiserweight, ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Après, tout dépend comment ça va être mis en place et booké aussi. Mais c'est ce qui me fait peur. Vas-y, Pour ma vas-y, part, reste. moi j'ai déjà donné mon avis rapidement tout à l'heure. Donc pareil, je les connais pas individuellement sur leur parcours dans le circuit indépendant, donc je peux pas vraiment juger. Mais je me fais pas de soucis pour eux. De toute façon, la division cruiserweight, ça a toujours été une division qui a à peu près fonctionné. Il y aura un seul titre dans cette division. Donc forcément, il y en a qui vont être plus mis en avant que d'autres, mais bon, globalement, je pense que ça devrait tourner et chacun aura sa chance. Et puis voilà, ils n'ont pas à se faire de soucis, je pense. Et la division cruiserweight aussi est quand même connue. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs types de cruiserweight, mais il y a quand même beaucoup d'agilité dans les cruiserweight. Donc en général, c'est une division qui plaît beaucoup au public. Donc voilà, du point de vue de la qualité des matchs, comment ce sera booké, etc., je pense qu'on n'a pas à se faire de soucis. Si ça fonctionnait dans le Cruiserweight classique, ça fonctionnera dans le roster principal, il n'y a pas de raison. Euh, pour ma part, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire à Raw. S'ils nous donnent des matchs de la même qualité que ce qu'ils ont fait dans le tournoi, je vais adorer cette division. Chacun des matchs qu'il y a eu pendant le tournoi, à part peut-être un ou deux, parce que c'était pas forcément des compétiteurs qui sont déjà rencontrés avant ce tournoi, donc le temps de se découvrir, etc. C'était pas non plus, tous les matchs n'étaient pas incroyables, mais à Raw, là, ça sera que des catcheurs qui se sont déjà affrontés, qui vont avoir plus de temps pour se connaître, et je pense que les matchs seront très très bons. Le style Cruiserweight, c'est un style que j'affectionne énormément et dont j'ai vraiment pris un énorme plaisir à voir pendant ce tournoi. Et j'ai hâte de retrouver par exemple Brian Kendrick à Raw. C'est un de ceux que j'attendais le plus pour ce tournoi. Et en si peu de matchs, ils ont réussi à faire une storyline avec lui. Et j'ai réussi à m'attacher à ce personnage que j'avais pas vu depuis des années. Enfin, même s'il avait fait un retour NXT, mais on s'en fout. C'est quelqu'un que j'ai vraiment hâte de revoir à Raw. Et notamment d'autres personnes. Le, des gens de la NXT comme Ciampa et Gargano qui vont arriver à Raw, me semble-t-il aussi. Et c'est vraiment des matchs que j'ai hâte de voir. Et je sens que ce titre va être très très vite souligné par les matchs qu'on va voir à Raw et pendant les pay-per-view. Sinon, en parlant du titre, je voulais connaître votre avis. Ce que vous pensez justement. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez rapidement du design de ce titre, vu toutes les blagues qu'il y a eu dernièrement sur les titres de la WWE, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vais laisser parler Louis parce que moi, j'ai déjà donné mon avis. Oui. Alors, je m'attendais et je me suis dit, bon, ils nous ont mis un titre, le titre féminin pareil, ils ont mis les titres masculins pareil, ils vont nous mettre le même format. Bah non, ils ont changé. Bah écoute, ça m'aurait pas gêné qu'ils auraient mis ça m'aurait pas gêné s'ils avaient mis le même format. Mais écoutez, là, ils ont innové, donc moi j'ai bien aimé. C'est honnêtement, je trouve original et ça permet aussi de différencier un petit peu les gabarits, enfin les statuts, les gabarits. Je sais pas comment la division quoi. Personnellement, alors de base, le design, je l'aime bien. Et ensuite, j'apprécie le fait qu'ils aient changé de design pour le titre Cruiserweight. Parce que il faut démarquer la division Cruiserweight des autres. C'est pas du tout le même style de catch. Et c'est ce qu'on a pu voir pendant le tournoi. Et quand on regarde à côté ce qu'on fait à Raw ou à SmackDown. Pour moi, avoir un titre différent, ça souligne vraiment le fait que la division Cruiserweight est une division totalement à part, avec un catch différent, des superstars différentes. Donc, j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils mettent un titre qui se démarque. Et donc ensuite, pour continuer sur le titre, est-ce que
Est-ce que vous pensez que ce titre aura vraiment un gros impact un gros impact à Raw ou est-ce que ça il sera un peu sous-estimé comme, avant la brand split avec le titre, par équipe ou, et titre par États-Unis, intercontinental? Ou est-ce qu'il aura vraiment une grosse signification à Raw? C'est ce qui me fait peur. Voilà, c'est ce qui me fait peur. C'est ce qu'ils vont faire justement avec ça. Moi, j'ai envie de les faire confiance. Jusque-là, ils nous ont pas déçus depuis la brand. Heu, Moi, je vais les faire confiance. Après, ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'ils soient vraiment trop mis à l'écart, vraiment trop et que ça reste vraiment qu'entre eux, quoi et c'est ce qui me fait peur. Axel? Non, moi, comme je l'ai dit, je me fais pas trop de soucis pour le booking de cette division. Je pense qu'ils vont savoir faire fonctionner ça. Et puis ça fonctionnera forcément avec la foule. La foule ne se lassera jamais de la division Cruiserweight, quoi. C'est le type de match où tout le monde est toujours à fond dedans. Donc il suffit qu'il y ait un peu d'agilité, un peu de technique, un peu d'aérien, tout ça mélangé. Et ben ça nous fait forcément des matchs, enfin des bons matchs. On accroche tout de suite. Donc je pense qu'ils vont pas avoir du tout de difficulté à mettre ça en place. Ça va commencer avec Clash of Champions où le titre sera défendu pour la première fois, je pense. Et voilà, c'est. Non, moi je me fais pas de soucis. Je sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Surtout Bah, avec les 3 heures de Raw, quoi. ouais, mais Ils auront du justement, temps. s'ils osent pas donner du temps, justement, ça risque d'être compliqué. Ouais, mais justement, Raw fait 3 heures, ils ont du mal à le remplir, donc Mmh. voilà, il est temps qu'elle arrive cette division. Ils auront du temps, je pense. Ouais. J'espère en tout cas voir au moins 2 matchs cruiserweight par semaine. Ça serait vraiment plaisant et ça pourrait combler vraiment Raw proprement. Alors moi, Plutôt que de mettre des squash matchs. j'ai juste une question. Imaginez par exemple, Sami Zayn qui pourrait très bien aller chez Cruiserweight, il rentre, un peu dans cette division-là, il gagne le titre, on imagine, après il le repère. Est-ce qu'il peut justement ressortir justement de cette division pour aller vers le titre majeur ou des choses comme ça ou pas? Bonne Oh question. oui, Je oui, pense, hein. pas de. Je pense que pour l'instant, cette division sera un peu plus refermée, histoire de la confirmer en tant que part entière d'Euro. Mais d'ici quelques mois, peut-être un an, elle sera un peu plus ouverte et des superstars tels que Sami Zayn, tels que Neville vont pouvoir commencer à. Et les superstars Cruiserweight qu'on a découvert pendant le tournoi vont tourner, que ce soit dans le mid-card, que ce soit dans la division. Peut-être que certains auront fait leurs preuves et iront même dans le main event, qui sait. Et je pense qu'au début, ça sera assez refermé. Pour prendre un exemple, je crois que le The Brian Kendrick était dans la division Cruiserweight et peu de temps après, il a rejoint Paul London pour former une tag team. Donc, Hmm, oui, on peut sortir de la division Cruiserweight. oui. Je pense qu'on a fait le tour pour cette news. Donc c'était vraiment la grosse news de la semaine. On va passer un peu plus de temps dessus. Mais en tout cas, l'autre news qui est tombée, donc on a un peu tard, mais elle concerne Randy Orton qui serait de nouveau blessé. Vous l'avez remarqué la semaine dernière lors de Backlash. Il n'a pas pu combattre contre Bray Wyatt. Donc dans un segment kayfabe, donc on a pu voir Bray Wyatt qui a blessé Orton à la cheville. En réalité, Orton aurait subi une commotion cérébrale des mains ou plutôt du coude de Brock Lesnar lors de SummerSlam. Et je voulais connaître votre avis et surtout, il paraîtrait que la WWE est au courant de cette blessure depuis un bon petit moment et elle aurait quand même booké ce match sachant que Orton ne pourrait pas combattre. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est c'est une bonne chose que ce qu'a fait la WWE là-dessus? Axel? Bah déjà, la blessure de Randy Orton, moi, m'étonne pas, hein, quand on voit ce qui s'est pris dans la face à SummerSlam, c'est pas étonnant qu'il revienne avec une commotion cérébrale. Concernant la WWE, est-ce qu'elle le sait depuis un moment? Moi, ça me paraît vraiment étrange que, il soit au courant d'une commotion cérébrale pour Orton un mois après, quoi. Je pense qu'ils doivent le savoir quand même depuis un petit moment, oui. Je pense qu'ils ont quand même décidé de planifier le match. Ils avaient quand même dans l'idée de tourner ce scénario d'une attaque de Wyatt dans les backstage qui permet en soi d'intensifier un peu la rivalité.
et d'éloigner légèrement Orton des rings pendant qu'il se rétablit. Donc, je pense que tout ça, oui, était prévu, ça faisait partie du booking. Maintenant, pour la suite, je pense que Orton va être apte assez rapidement. Maintenant, la commotion cérébrale, voilà, ça va pas durer non plus 3 ans. Là, ça fait déjà un mois que son combat à SummerSlam a eu lieu, voire plus d'un mois. Donc, non, ça fait pas encore un mois, mais bientôt. Donc, oui, Orton va bientôt être apte à revenir et à No Mercy, le combat aura lieu cette fois-ci sans aucun problème. Mais sinon, en ce qui concerne la décision de booking, moi, je suis pas forcément contre. Bon, évidemment, ça nous a enlevé un match de la carte de Backlash. Au final, on l'aura à No Mercy. Bon, c'est pas non plus très très grave. Et ça nous a offert à la place un match Kane-Wyatt, qui est très certainement pour beaucoup pas un match de rêve. Mais bon, au moins, il y a du scénario qui est mis en place. Au moins, ils essayent d'inventer, de nous proposer une histoire différente à d'habitude. Donc voilà, moi, je trouve pas ça déplaisant, personnellement. Louis, vas-y. Moi, Axel a à peu près tout dit. Oui, moi, je pense aussi que de toute façon, ce match va se faire à No Mercy. Après, moi, c'est la rivalité où j'ai un peu du mal parce que Rowan est vachement mis de côté, mais après ça, on s'en fout. Mais enfin, on l'a vu à SmackDown se prendre un RKO. Je sais plus si c'était celui-ci avant le Backlash. Ouais. Ils ont mis Kane. Écoutez, pourquoi pas, surtout il est de SmackDown et on le voyait pas beaucoup. Voilà, après, Wyatt, ce qui est dommage, c'est qu'il va se faire encore pisser dessus, quoi. Excusez-moi du terme, mais littéralement, c'est ça, quoi. Il se fait toujours avoir, quoi. Et face à Orton, à No Mercy, excusez-moi, mais bon, je pense que la victoire serait limite évidente, sauf si, bien sûr, ils nous font un coup de théâtre et là, il ferait gagner Wyatt, ce que je doute fortement. Mais voilà, moi, je suis un peu déçu de ce qu'ils font avec Wyatt à SmackDown. C'est pas fameux. Et j'espère quand même qu'ils vont essayer de se rétablir dans ce domaine-là. Pour info, la petite stat intéressante, je crois de mémoire que son ratio de victoire en pay-per-view, il doit être à 12 défaites pour ses 14 derniers matchs en pay-per-view. Ouais, je crois que c'était 20 Un sur truc du 22. genre. Ah, c'est 22? 20 sur 22, je crois. Quelque chose comme Ah ça. Ce bah qui est c'est ça. énorme, hein, En tout d'ailleurs. cas, en tout cas, il a que 2 victoires dans ce ratio. Donc il a énormément de défaites en pay-per-view contre 2 victoires. C'est impressionnant. Mm. Et sinon, donc pour Orton, j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez que la WWE peut toujours lui faire confiance avec toutes ses blessures à répétition, que ce soit son épaule, qui est vraiment très fragile, que ce soit si t'es à choper une blessure à peu près à n'importe où, que ce soit dehors en sortant les poubelles ou que ce soit bon des mains de Brock Lesnar, un peu moins étonnant, mais est-ce que vous pensez que la WWE va continuer à lui faire confiance très longtemps avec cet état physique qui commence à se détériorer avec l'âge? Bah, Orton, pas du point de vue de l'état physique, mais du point de vue de sa carrière et de son âge, il se rapproche un petit peu d'un John Cena, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à la fin du Randy Orton qui va squatter le main event, quoi. Donc, je pense que le main event n'est plus fait pour lui, quoi qu'il arrive, que l'on parle blessure ou pas blessure. Orton dans le main event, ce sera quelque chose de très très rare maintenant, je pense, si cela arrive encore une fois, je ne suis même pas sûr, à voir. Mais Orton va rester là en tant que top star, mais ne va pas. Je pense que la place va vraiment être réservée aux jeunes maintenant, aux nouvelles générations. Et tout comme Sina, même si Sina là, va avoir une chance prochainement, euh, voilà, je pense que ce ne sera pas des chances à répétition, même s'il remporte le titre, ce sera peut-être son dernier run pour Sina. Pour Orton, je pense un petit peu la même chose. Donc, c'est pas question de lui faire confiance ou non. Je pense que c'est question de laisser la place aux jeunes surtout. Et du point de vue de la blessure, il faut aussi prendre en considération que là, il sort d'un match face à Lesnar. Lesnar qui est quand même connu pour ne pas être le catcheur, si on peut appeler Lesnar un catcheur d'ailleurs, parce que bon, vu son combat à SummerSlam, on pourrait plutôt appeler ça un combattant de l'UFC. Donc ouais, il n'est pas connu pour être un catcheur entre guillemets très très propre dans un ring, donc il prend pas vraiment soin de ses adversaires. Donc je pense que la WWE prend quand même en considération ça. Et voilà, Orton, sa blessure à l'épaule, c'est voilà, ça arrive. Et concernant la commotion cérébrale à SummerSlam, c'est un petit peu différent. Donc je pense que non, ils vont quand même garder confiance en lui, mais que l'on parle blessure ou pas blessure, le main event, c'est plus pour lui, je ne pense pas.
Quelque chose Mmh. à rajouter, Louis? Oui, c'est évident quand même que la WWE fera toujours confiance à Orton. C'est pareil pour Cena, voilà, c'est quand même quelqu'un qui reste une valeur sûre. C'est quand même, lui qui a c'est un des catcheurs quand même qui a beaucoup marqué, ces 10 dernières années, qui a vraiment tout donné. Donc bien sûr que oui, ils peuvent lui faire confiance, c'est quand même maintenant un grand nom. Après oui, voilà, comme le disait Axel, c'est vrai que maintenant, il y a l'âge et c'est vrai qu'il se blesse beaucoup, comme Cena d'ailleurs aussi. Peut-être qu'il se blesse un peu moins, mais c'est un peu le même cas. Donc ouais, c'est vrai que le main event reste quand même une place assez docile quand même pour lui, voire trop. C'est trop instable, maintenant. Après, oui, ils le feront toujours confiance, mais le main event, voilà, quand on parle de Cena, pour moi, ça sera évident qu'il va bien sûr squatter le main event. Déjà qu'il est parti pour le resquatter là, ce qui est pas gênant, loin de là. Mais pourquoi pas, Orton peut toujours aussi y arriver à reprendre ce main event. Il a quand même fait de même face à Lesnar à SummerSlam, qui s'est fait d'ailleurs bien douiller. Mais maintenant, je pense que la WWE vont le faire toujours confiance, mais toujours en prenant en considération que c'est quand même maintenant quelqu'un qui reste assez faible dans le sens de la résistance. Si je peux rajouter une petite anecdote sur Orton qui prouve quand même que la WWE tient énormément à lui et que voilà, ça prouve quand même qu'il pense que Orton est une valeur sûre. Faut savoir que Orton a fait une violation de la wellness policy, à 3 reprises et normalement au bout de 3 reprises, c'est le renvoi assuré et pour Orton, bah, ça n'a pas été le cas, il a été conservé par la compagnie donc ça montre vraiment qu'ils tiennent à lui, quoi. Parce que ça aurait été, je sais pas qui ne tiennent pas forcément, mais du genre, bah, admettons Zack Ryder quoi, qui viole 3 fois la wellness policy, il se ferait renvoyer quoi. Donc non, Orton, ils le conservent, donc voilà, ils y tiennent vraiment. C'est comme l'a dit Louis, je pense que c'est une vraie valeur sûre. D'accord. Juste pour donner mon avis très rapidement, je pense que Orton peut toujours amener beaucoup de public à regarder, à regarder SmackDown parce que c'est quand même une star qui est mondialement connue. RKO Out of Nowhere a beaucoup aidé. Et je pense pas qu'ils veulent et qu'ils peuvent se séparer de Randy Orton avec toute sa legacy qu'il y a derrière, toute l'histoire qu'il a marquée de sa personne. Et pour ses blessures, je pense que même si dans le futur il ne pourra plus catcher énormément, ou du moins plus des matchs toutes les semaines comme il le faisait avant, je pense qu'ils vont le garder de côté en tant qu'entraîneur, en tant qu'ambassadeur pour tout ce qui est représentation publique. Et pour moi, la carrière de WWE de Randy Orton n'est pas terminée, mais il sera énormément protégé par la WWE pour éviter de le blesser un maximum parce que son épaule est très fragile, que bah, il commence à prendre des commotions et souvent, quand on regarde des cas comme Daniel Bryan, souvent ça peut s'enchaîner. On peut voir aussi le cas de Dolph Ziggler. Et commence à se faire vieux. J'ai peur que l'âge puisse vraiment l'affaiblir de plus en plus. Donc faudra peut-être penser à lui faire prendre sa retraite des rings. Après, ça peut bénéficier des superstars comme Bray Wyatt. Une victoire de Wyatt dans une rivalité contre Randy Orton peut énormément le mettre en avant et je pense qu'on peut toujours utiliser Randy Orton comme ils utilisent Chris Jericho, c'est-à-dire mettre en avant des superstars jeunes qui s'utiliseront dans le futur parce que Bray Wyatt c'est limite un cas désespéré en ce moment. On pensait que SmackDown l'aurait remis en avant, mais ça paraît compliqué pour le jeune barbu. Mais voilà, je pense qu'ils continueront à faire confiance à Orton et que Orton n'en a pas fini avec la WWE. Je pense qu'on va Et pouvoir. Vas-y. juste rajouter un tout petit truc. Et en plus, je pense que c'est vraiment pas le bon moment maintenant de plus lui faire confiance, surtout comme la plupart des catcheurs qui main event actuellement, je parle de Rollins, Owens et tout ça, sont vraiment en période d'augmentation en termes de popularité et surtout aussi en termes de niveau et d'expérience en élévation, quoi. Et ben, c'est important de garder quand même toujours des légendes. Oui, c'est vrai qu'Orton, on peut le considérer maintenant comme une légende, future légende, mais Oui. quelqu'un que tout le monde connaît, quoi. Et c'est important de bien garder des gens comme ça pour l'instant, pour pas
que certaines personnes se sentent dépaysées justement avec tous les nouveaux qui sont en train d'arriver. Donc on va bientôt en terminer pour les news de la semaine et on va passer du coup à la news slash rumeur qui traîne cette semaine. On pourrait voir le retour de The Shield pour un One Night Stand à la WWE, que ce serait Survivor Series ou Royal Rumble, même si Royal Rumble serait un peu plus adéquate pour ce genre de réunion. La WWE viserait donc le but de voir le Shield réuni pour une soirée pour faire le petit fan service et juste hyper maintenant que les trois anciens membres du Shield sont face. Ils pensent réunir le Shield, donc je voulais connaître votre avis et puis est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas depuis le temps qu'on en parle et que les fans veulent voir ça, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Vas-y Louis. Oui, ouais, c'est une bonne idée. C'est toujours une bonne idée de remettre une équipe comme ça pour une nuit, hein, pas pour plus. Mais c'est vrai que beaucoup de fanboys étaient vraiment en transe quand ils avaient fait la triple powerbomb sur le Happy Bike 2015. De même à Battleground avec Ambrose et Rollins. Voilà, c'est vraiment, cette équipe est vraiment très précieuse, était très précieuse et l'est toujours. C'est-à-dire, il suffit de les réunir pour que vraiment tout le public soit vraiment à fond et pour laisser un pay-per-view mémorable justement, quand c'est exceptionnel dans le cas. Donc oui, c'est possible, moi j'ai envie d'y croire. Après, voilà, est-ce que la double le fera et tout ça, ça reste à voir. Mais moi ça me gênerait pas, perso. Et elle serait pour quand cette alliance alors, d'après la news? Bah, un pay-per-view où les brands se rencontrent, donc ce serait Survivor Series ou Royal Rumble. À Ben, mon avis, ce je serait plus comprends. Royal Rumble parce que ils pourraient se retrouver dans le match Royal Rumble et Oui, du coup ils feraient une petite d'accord. association pour virer des personnes ensemble. Genre vraiment du Là, fan d'accord. service pur et dur, je pense. Là, pour quelque chose comme ça, je suis d'accord. Pour le Royal Rumble, OK, mais genre, par exemple, un pay-per-view Survivor Series ou un autre pay-per-view du Big Four, quoi. Enfin, je vois pas trop la logique, comment on pourrait les ensemble, sachant qu'ils sont pas dans la même brand, quoi. Il y en a 2 qui sont à Raw et l'autre qui est à SmackDown, c'est pas possible. Je comprends vraiment pas, moi. Mis à part dans le Royal Rumble où là, ils peuvent être dans le même match et créer une alliance, dans les autres pay-per-view, c'est pas possible. Si, peut-être pour les Survivor Series, peut-être un segment backstage où les trois se croisent, qui commencent à discuter et puis dans tout ce qui est backstage, c'est ce qu'ils faisaient avant, me semble-t-il, avant la réunion des brands. C'est comme ça qu'ils commençaient à faire les segments inter-brand. Genre pendant les Big Four, ils faisaient croiser des superstars qui étaient de brands différentes pour mettre en place une rivalité pour le prochain Big Four. Il me semble que c'était comme ça. Enfin, j'en ai vu Ouais. quelques-unes comme ça. Et Bah, là, par exemple, pour le pay-per-view Survivor Series, je vois plus un match traditionnel des Survivor Series, oui, un 5 contre 5, Raw contre SmackDown, quoi. Ça dans ce remplacerait cas-là, ce Bragging sera un Right. affrontement. Ce sera un affrontement dans ces cas-là. Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas, moi, comment c'est possible de créer une alliance avec les membres du Shield quand ils sont séparés par les brands, quoi. C'est très difficile à mettre en place. Hmm. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire à cette news. Donc, enfin voilà, peut-être qu'après mes arguments tiennent pas forcément la route, mais enfin, j'ai du mal à m'imaginer dans ma tête comment c'est possible. Donc, à voir, peut-être que la double scénario de l'impossible et créer cette fameuse alliance que tout le monde veut. Après, moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je ne sais plus dans quel podcast. Et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Enfin, The Shield, tout le monde a adoré, c'est sûr. Tout le monde a passé un très bon moment devant ce clan. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et créer le retour du Shield comme ça à répétition, je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne chose. Reprenez par exemple le cas Evolution. L'évolution dans les années 2000, en 2004-2005, c'était vraiment voilà, l'évolution, quoi. Tout le monde adorait ce clan, même s'ils étaient heal, mais tout le monde appréciait ce qu'ils faisaient, quoi. Et le retour en 2014 du clan n'avait pas du tout la même valeur, quoi. Et ça va être pareil pour The Shield. Le premier run du clan est toujours très bon. Et quand ils veulent refaire un deuxième run, en général, c'est un échec. Ça n'a rien à voir avec le premier, évidemment. Et puis The Shield, ils ont déjà tout montré, quoi. Ils nous ont déjà tout prouvé. Je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. C'est vrai.
Mais après, le gimmick du Shield, pour reprendre l'exemple d'évolution, l'évolution, c'était mettre en avant des jeunes superstars comme Batista et Orton. C'est un gimmick, genre 10 ans plus tard, le gimmick passe moins, tandis que The Shield, ça sera toujours badass. C'est quand même un clan qui arrive, qui est habillé badass, qui descend les escaliers de façon badass, une musique badass pour casser des culs d'une façon badass. Donc c'est quelque chose qui marchera toujours dans 10 ans, je pense. Et Ouais. c'est Non. même si je suis pas forcément fan des retrouvailles en mode tous les 5 ans on se retrouve comme la DX, j'ai personnellement le retour de The Shield pour être quelque chose que j'apprécierais, surtout en heal, parce qu'on aurait Roman Reigns en heal, ça pourrait donner du coup un peu de spotlight à Dean Ambrose et à Seth Rollins, et je pense que Seth Rollins, d'ici un an voire deux, retournera heal, et j'ai envie de voir Dean Ambrose heal vraiment, parce que son caractère en face, on en débattra plus tard, mais Dean Ambrose, je pense qu'il a fait le tour en face, et j'ai vraiment envie de les revoir, mais pas en face, bel et bien en heal. Ou peut-être au Rumble si. Enfin, non, parce que Rollins sera probablement toujours face au Rumble. D'ici quelques temps, d'ici peut-être quelques années, ça serait assez plaisant de les revoir en petit run heal, je sais pas, casser des culs, quoi. Ouais, mais alors, là, attends-toi à un véritable flop. Ouais. Je ne Moi, pense quand je pas. dis, oui, moi, je veux bien voir, ce serait un War Rumble, voilà, une petite retrouvaille à 3, c'est cool. Ça casse des culs, justement. Mais c'est vrai que refaire un turn pour mettre Conti, refaire vraiment genre pendant 3 mois, le revoir le chi, ah non, ça marcherait vraiment pas du tout, quoi. Après, tout dépend comment c'est booké, comment c'est mis en avant et tout ça. Ça peut tout à fait être révolutionnaire ou alors vraiment lassant. Mais à voir, mais non, moi je suis contre. Je suis contre pour un passage, un Ça peut repassage au marcher. Shield. Je pense que ça pourrait marcher. Mais en tout cas, voilà. Donc, aussi, une petite question pour revenir à cette rumeur. Est-ce que vous pensez que mettre des petites apparitions, des petits teasings comme ça de réunion du Shield, est-ce que ça minimalise le fait d'une possible vraie retrouvaille plus tard, le fait qu'à chaque fois on tease un petit peu plus les retrouvailles, est-ce que vous pensez que un jour, s'ils reforment le clan, ça enlèverait de sa superbe? Je sais pas si je me suis fait comprendre. Pour t'avouer, j'ai vraiment du mal à comprendre ta question. Ouais, moi En aussi. gros, est-ce que le fait que chaque année ils teasent un petit peu le fait que le Shield puisse se réunir, est-ce qu'au bout d'un moment, quand ils vont vraiment réunir le Shield, est-ce que ça aura toujours cet impact de surprise? Bah non, Ah non, oui, parce non. que pas du tout. Même si la surprise viendrait justement, par exemple, on voit les trois venir directement pour aller cassette, comme c'est lui qui a toujours l'habitude de se prendre tout. Mais voilà, non, justement, et puis teaser, quelle utilité, quoi. C'est tout spoilé déjà, donc ça sert à rien. S'il devait le faire, autant le faire avec surprise, quoi. C'est ce que je veux dire. Claire. Ce petit commentaire très, très informatif d'Axel, c'est clair. Non, ouais, je suis totalement d'accord avec lui, donc je vais rien ajouter de plus. D'accord. Du coup, bah, on a fait le tour pour les news de la semaine, je pense. Vous avez rien à rajouter, que ce soit pour le Shield, Cruiserweight ou Orton? Non. Non? Non. En tout cas, vous, dans les commentaires, vous pouvez nous donner votre avis sur ces news de la semaine, dire qu'est-ce que vous avez pensé du tournoi, nous dire si vous pensez que Orton serait toujours apte à continuer un même run à la WWE, ou même ce que vous voudriez revoir The Shield dans les rings à Raw ou à SmackDown en tout cas. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et puis on se retrouve tout de suite pour le débat de la semaine. Et donc cette semaine, dans le débat, on va rester un petit peu sur le sujet du Shield, car on va parler de Dean Ambrose. On parle pas souvent du Lunatic Fringe dans le podcast, et du coup cette semaine, on a voulu se rattraper, et notamment avec la perte de son titre de WWE, on voulait se poser la question et débattre sur le fait, est-ce que Dean Ambrose a le calibre d'un main eventer, c'est-à-dire
avec le récent règne de champion qu'il a eu, avec son, son run en tant que main eventer à SmackDown, est-ce que vous pensez que il peut vraiment avoir un gimmick qui puisse rester dans le main event, ou est-ce qu'il est destiné à jamais à rester dans le mid-card, à chercher le titre intercontinental contre Kevin Owens, ou à se battre contre Bray Wyatt jusqu'à la fin des temps? Donc allez-y, free for all. Prenez qui veut commencer, allez-y. Vous bousculez pas surtout. Tu veux commencer, Louis, ou pas? Non, vas-y, commence. C'est toujours moi qui ai l'habitude de commencer, donc là, c'est à toi. Alors, je suis pas sûr d'avoir énormément de choses à dire sur Dean Ambrose non plus. Premièrement, Ambrose, son règne de champion m'a pas énormément convaincu. Au début, j'étais content pour lui lorsqu'il a remporté le titre Harmony in the Bank parce que c'était quand même le seul membre du Shield qui n'avait jamais été champion du monde. Donc, on avait quand même hâte de voir ce que ça donnait. Donc le début de son règne s'est plutôt bien passé. Moi, j'apprécie au début en tout cas le gimmick de Dean Ambrose, son gimmick d'instable, du mec qui peut faire n'importe quoi, qui me faisait rapidement penser un peu à Stone Cold Steve Austin dans son attitude. Maintenant, sur le long terme, son règne de champion m'a très vite lassé. Donc sur la fin, là, vis-à-vis de SummerSlam, enfin à partir de SummerSlam, j'ai vraiment commencé à m'en lasser. Il a eu une bonne rivalité avec Ziggler que j'ai appréciée du début jusqu'à la fin. Cette rivalité était pour moi la meilleure rivalité de l'été d'ailleurs. Enfin, la meilleure rivalité pour SummerSlam. Mais après, par contre, avec AJ Styles, etc., la suite, ça c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment eu du mal. Donc Ambrose, en fait, c'est que c'est un peu toujours la même chose, j'ai l'impression. Que ce soit dans le ring, que ce soit dans son attitude, etc. Il a toujours son gimmick de je m'en bats les couilles de tout. Mais au début, ça va assez drôle. À la fin, on s'en lasse. Je parle pour moi en tout cas, je m'en suis très vite lassé. Mais par contre, depuis qu'il a perdu son titre à Backlash, là, Dean Ambrose, il est revenu au micro à SmackDown pour confronter Styles et Cena. Et là, je ne l'ai pas du tout reconnu en tant que challenger. Il s'est révélé et j'ai de nouveau apprécié Dean Ambrose. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit champion qui m'a lassé ou quoi, mais en tout cas, en tant que challenger, j'ai beaucoup plus apprécié Dean Ambrose, en tout cas ce qu'il a fait lors du dernier épisode de SmackDown. Donc, est-ce que le main event est fait pour lui? Je vais pas dire que non, il n'est pas fait pour lui parce qu'il nous a sorti une très bonne rivalité face à Ziggler. Donc, je pense qu'il y a surtout un souci de personnage. Voilà, ou peut-être qu'un heel turn serait préférable pour Ambrose, comme l'a dit Guillaume. Euh, Peut-être qu'il faut un petit vent de fraîcheur, un petit peu de changement. Je pense pas qu'il faut se dire non, Ambrose, il est pas bon pour le main event. Non, il a les capacités pour. Il nous l'a prouvé face à Ziggler. Donc voilà, non, je dirais pas ça. Il est très bon dans le mid-card également, mais je pense que Ambrose, dans le main event, faut y aller, mais à petite dose, quoi. Voilà, faut, faut pas un règne de 8 ans. Et je sais plus, c'était quoi les autres questions, Guillaume? J'ai peut-être tout dit. En gros, est-ce que tu as aimé son petit changement de personnalité entre le moment où il est devenu champion et puis avant où il était vraiment en mode lunatique, je cherche, je erre, je déambule seul dans le métro, et après, depuis qu'il est champion, il a commencé à changer de caractère, à devenir vraiment plus le comique de service. Je sais pas Ouais, il y si a toi tu l'as ça. particulièrement ressenti. Moi, non, j'ai pas énormément vu de changement. Un truc qui m'a assez agacé aussi durant le règne de Dean Ambrose, c'est qu'il est resté l'homme invincible, quoi. On peut être champion, crédibilité, donc on peut pas le faire perdre n'importe comment face à n'importe qui, ça je suis d'accord. Mais durant son règne, il a perdu combien de matchs à SmackDown, etc. J'en ai qu'un en tête. Voilà, c'est celui face à Baron Corbin qu'il a perdu par disqualification. Et sinon, il n'y a pas d'autres matchs, quoi. Il a remporté tous ses combats. Donc, du coup, on a bouffé du Dean Ambrose pendant longtemps. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a lassé, qui m'a beaucoup lassé. Euh, il pourrait le mettre aussi dans des matchs par équipe et le faire perdre de façon pas toujours clean. Enfin bref, il y a des solutions, mais pas toujours nous faire bouffer du Dean Ambrose vainqueur. Donc c'est lassant aussi. Et comme je l'ai dit, moi en tout cas personnellement, ce qui me lasse du côté de Dean Ambrose, je pense, c'est son personnage. Faut du renouveau, faut changer un peu. À court terme, c'est bien, à long terme, ça ne l'est pas. Voilà mon ressenti sur Ambrose.
Oui, vas-y, enchaîne. Alors, moi, le problème avec Ambrose, donc déjà, Ambrose a clairement la capacité d'être un main eventer. Clairement, il a vraiment il est parfait quoi en tant que main eventer. Malheureusement, pourquoi ce règne n'a pas marché pour lui? Parce que tout simplement, il est face. Et que, en fait, son gimmick, pour moi, ne va pas du tout avec quelqu'un de face, justement. Ça irait plutôt chez quelqu'un de heel. Et Ambrose, en tant que heel, honnêtement, aurait vraiment fait le parfait, quoi. Il aurait vraiment été parfait, sachant que contre Ziggler, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Ça aurait évité de faire un face-face contre face. Voilà, cette rivalité ressemblait à Styles Reigns. Je parle de Ambrose Ziggler. Mais en moins percutant, même si c'est une très bonne rivalité. Après, Ambrose, comme je disais, il a vraiment la capacité, il a la taille, le statut, le pouvoir d'être dans un mini event. Il a un ring assez développé, et il a un charisme assez développé aussi. Voilà, il a vraiment tout pour pouvoir, bah, pour pouvoir faire le bon main eventer. Malheureusement, voilà, c'est comment c'est son gimmick qui reste quand même assez lassant au bout d'un moment, surtout quand il est face. Et je pense que le mettre en heel vraiment rechangerait tout et remettrait vraiment Ambrose avec du sang neuf, quoi, vraiment tout nouveau. Et je pense que ça ferait vraiment une grosse bouchée d'air frais pour SmackDown et son main event, même si le SmackDown est quand même déjà assez frais comme ça. Par contre, l'autre question, c'était quoi? Je me rappelle Du plus. coup, son changement de caractère, ce que tu as apprécié, je sais pas si toi forcément tu l'as détecté. Moi, j'ai remarqué surtout qu'il faisait beaucoup plus rigolo que en tant que champion. Il était beaucoup plus détendu alors qu'avant c'était vraiment le mec Mm. dangereux, fou furieux. Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que Euh, il était très serein quand il était avec son règne, il faisait vraiment serein et il était beaucoup moins, il attaquait beaucoup moins, il était moins, on va dire, à se faufiler un peu de partout, voilà. Et c'est vrai que indirectement, c'est très décevant aussi. Euh, ouais, c'est très décevant. Son règne, honnêtement, a été par rapport aux trois, au Shield, son règne a été le plus décevant, celui-ci d'Ambrose. Même Ouais. celui-ci de Reigns a été mieux. Face à Styles, c'était la rivalité vraiment parfaite. Il n'y a rien à dire sur cette rivalité. Face à Rollins aussi. Voilà. Et Ambrose, honnêtement, il y a eu le cas Ziggler et après avec Styles, ça s'est passé, ça s'est brassé. Et heureusement que ça n'a pas duré hyper longtemps parce que là, ça aurait été vraiment lassant, quoi. Si cette rivalité aurait duré encore plus d'un mois, voilà. Mais là, je pense que de toute façon, comme le disait Axel, d'une vue de challenger, il fait beaucoup plus, il revient comme avant. Et c'est un peu l'Ambrose qu'on apprécie, quoi. C'est pas l'Ambrose serein, c'est l'Ambrose justement très, à attaquer un petit peu. les chasses quoi. Et voilà. Et là, ça va être le retour, surtout avec un nouveau Cena qui a beaucoup changé aussi. On va pas parler de Cena parce que sinon on va rentrer dans un autre débat. Mais voilà, honnêtement, et puis avec Styles, quoi. Et sans m'écarter trop du sujet, Styles, depuis son début à la WWE, a fait énormément de progrès au micro. Grâce à Ambrose aussi, il faut le savoir, grâce à Jericho, grâce à Ambrose, grâce à Reigns aussi. Voilà, honnêtement, Styles a fait vraiment une évolution en termes du micro qui est juste impressionnante. D'accord. Pour mon avis, j'apprécie Dean Ambrose, mais c'est vrai que je sais pas comment décrire ça, mais j'ai eu l'impression que depuis qu'il est champion, il est passé un petit peu inaperçu. À SmackDown, on voyait vraiment AJ Styles chaque semaine briller sous les feux des projecteurs bleus de SmackDown, tandis que Dean Ambrose était là, il était dans le main event, il donnait ses interviews, il catchait, mais il était un peu plus transparent et je trouve ça extrêmement dommage parce que Dean Ambrose est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que catcheur et en tant que personnage. Son personnage s'est détérioré pendant qu'il était champion et j'ai l'impression que c'était sa seule et unique chance, qu'il n'a pas impressionné les officiels de la WWE et qu'il n'aura plus jamais cette occasion d'avoir le titre mondial parce que il a déçu. On n'est pas les seuls, beaucoup de fans ont réagi négativement au règne de Dean Ambrose au point de vouloir que AJ Styles récupère le titre des hanches d'Ambrose. Et je trouve ça vraiment dommage parce que il y a quelques mois, je dirais la moitié des fans de catch, des fans de WWE voulaient voir Dean Ambrose champion. Et quand c'est arrivé, les réseaux sociaux ont explosé, tout le monde était ultra heureux.
mais au bout de 2 ou 3 semaines, Dean Ambrose a commencé déjà à perdre de son de ses, comment dire? De son push et son momentum en tant que champion. Donc je suis vraiment déçu par son règne. Il a pas réussi à briller, il a gardé ce côté lunatique qu'on appréciait énormément chez Dean Ambrose. Donc et pour son changement de personnalité, bah voilà, le problème c'est qu'il est passé énormément inaperçu à SmackDown. Je pense que la brand split a pas aidé, notamment le fait qu'il n'ait pas été choisi en tant que premier alors que c'était le champion de la WWE, que Raw a choisi Seth Rollins, même si dans le niveau kayfabe ça a du sens parce qu'il croit en Rollins, mais je pense quand même que c'est eu un impact aussi sur Dean Ambrose en tant que champion parce que tu prends normalement le titre, tu réfléchis pas à tes stratégies, tu veux être sûr de prendre le titre et de le garder dans ton show. Et je pense que ils ont fait une erreur de booking là-dessus, mais non, son règne pour moi était assez décevant. Et je voulais vous poser du coup une dernière question. Est-ce que vous pensez que on peut sauver Dean Ambrose? Est-ce qu'il peut avoir une chance dans le main event? Et comment le sauver justement? Comment épargner Dean Ambrose d'une vie éternelle dans le mid-card? Changer son personnage. Voilà. Et comment? Bah, en Bah, le comme mettant ça, heel j'ai pas turn, d'idée, mais bon, en le il mettant faut heel, pourquoi renouveler, pas? quoi. En le mettant heel ou voilà, quelqu'un un Ouais, un peu. changement d'attitude, déjà, oui, ça pourrait déjà être pas mal. Mais même toute la personnalité, je sais pas vraiment comment qualifier durant son règne. Je pense que ouais, vous avez raison, une personnalité sereine. Ouais, il était un peu trop serein et du coup, il avait vite enfin, on avait vite une vision sur lui de l'homme invincible, quoi, tellement il était serein. Et c'est ça que j'aimais pas, moi. Donc, ouais, pourquoi il aurait dû garder, par exemple, son gimmick vraiment d'instable, un heal instable, ça peut être sympa. Donc, je sais pas, il faudrait qu'ils essayent autre chose, quoi. Et puis comme ça, WrestleMania le met contre Undertaker. Merci Louis Euh, pour toujours ces idées farfelues. hum, hum. Non, personnellement, je verrais bien heel turn. J'ai vraiment envie de voir Dean Ambrose en tant que heel. Sa personnalité d'insta de lunatique correspondrait énormément à un heel, je pense. Le mec qui pourrait arriver par derrière enfin, te surprendre. Et je pense que ça lui correspondrait. Je pense qu'il aurait vraiment ce côté extrême, pas seulement cette flamme dans les yeux, mais vraiment cette flamme meurtrière qui le mec pourrait te buter juste en lui parlant, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai envie de voir chez Dean Ambrose, c'est quelque chose qu'il avait à moitié dans le Shield, qui commençait à cerner sur la fin de son run dans le Shield et que j'aimerais énormément revoir pour un run à SmackDown, surtout s'il affronte John Cena et que j'ai envie de parler du changement aussi de John Cena, on fera peut-être dans les prochaines semaines si son gimmick est changé. Mais voilà, je pense que Dean Ambrose peut être sauvé. Je pense qu'il peut avoir un très bon rôle dans le main event, mais en tant que heel. Et d'ici peut-être quelques semaines, parce que AJ Styles est un très bon heel à SmackDown. Donc ouais, je pense qu'il peut rester dans le main event. Euh, bon, bon petit débat. Je pense qu'on a fait le tour. Nous Vous avez pouvons d'autres choses passer à au rajouter? top 5. Bon bah comme Axel l'a dit, on se retrouve tout de suite pour le top 5. Et donc cette semaine pour le top 5, nous avons décidé de revenir sur les 5 pay-per-view que nous souhaiterions voir revenir en cette période de brand split. Ils ont ramené des anciens pay-per-view comme Backlash, No Mercy, qui est un ancien pay-per-view de la WCW. Et du coup, pour rester un petit peu dans le thème, dans l'actualité, on a voulu revenir sur 5 pay-per-view qu'on aimerait voir revenir pour l'année prochaine, pour les années suivantes. Peut-être qu'ils les ramèneront, en tout cas. Bon, on va commencer tout de suite avec le numéro 5 de Louis. Vas-y. Alors, pour mon numéro 5, j'ai choisi The Great American Bash. Voilà, parce que, à dire que ce pay-per-view, moi, je l'ai toujours kiffé. Et ce serait vraiment cool qu'ils le remettent.
Voilà. Et même la reprise à The Bash, qui était en 2009, était pas mal. Mais The Great American Bash reste quand même un des pay-per-view qui m'a le plus marqué et que je voudrais voir revenir. D'accord. Merci Louis, parce que j'ai exactement le même top 5. Ah, Donc c'est le Great American Bash. Donc pour la raison, il n'y a pas vraiment de raison parce que c'est pas un pay-per-view à thème, c'est juste un pay-per-view historique quoi, qui est là depuis un très très grand moment. Et évidemment, j'ai pas connu les plus anciens pay-per-view du Great American Bash, mais j'ai connu ceux de l'ère moderne. Et quand on pense au Great American Bash 2008 et même les précédents, voilà, on a toujours eu des bons pay-per-view. Donc c'est un pay-per-view qui était historique et qui mériterait de revenir. Et pour compléter ce qu'a dit Louis, la version The Bash, bon, c'était un peu la même chose, juste le nom qui change, mais même The Bash 2009 n'était pas un mauvais pay-per-view. Donc C'est ce que j'ai dit, hein. ça reste qu'un nom et il n'y a pas de thème, quoi. Donc bon. Mais ça nous ferait plaisir de le revoir. personnellement, pour mon top 5, j'ai mis New Year's Revolution. C'était un pay-per-view où j'ai l'image de New Year's Revolution 2007, me semble-t-il, avec Jeff Hardy dans son match en 4. Je crois que c'est celui-ci. Je sens que je vais dire des grosses conneries, mais en tout Ah, c'est cas, ça, c'est ça. c'est un pay-per. C'est ça? Ouf. C'est un pay-per-view. Genre, c'est le décor, il est pour beaucoup, avec notamment cet immense dragon qui crachait du feu pyrotechnique, etc. C'était juste magnifique et c'est un pay-per-view qui était resté gravé dans la mémoire et que j'aimerais vraiment voir revenir, surtout si c'est le même décor qui est utilisé. Alors, en parlant de New Year's Revolution, enfin, moi, le premier truc qui me vient en tête pour ce pay-per-view, moi, c'est le cash de Edge, hein, personnellement. Le Exact. Pareil. cash de Edge sur Cena, Et j'avais oublié que historique. c'était à ce pay-per-view. J'ai honte de moi. Oh là là. Bon C'est pas bah, grave. on va dissimuler cette honte avec le numéro 4 de Louis. Vas-y Louis. Alors pour le numéro 4, pareil, d'une valeur historique, j'ai mis No Way Out, parce que voilà, c'est vraiment le pay-per-view, peut-être un de mes meilleurs pay-per-view historiques. On peut parler de Triple H contre Mankind. Je sais pas quel gimmick il avait à cette époque-là, mais dans un Hell in a Cell match qui était juste mémorable. C'était bien à No Way Out, hein, que je dise pas une connerie encore. J'ai pas entendu ce que tu as dit, moi. Triple H Oh, contre Mankind, Mick Foley. je Oui, No crois Way pas. Out Ouais, 2000. ouais. Voilà. Mais voilà, il y a vraiment, puis il y a eu le plus récent où il y a eu les Elimination Chamber. Enfin voilà, tout ça, c'est un pay-per-view qui m'a et que j'ai toujours adoré. Donc s'il le remettait, je serais vraiment heureux. Pour ma part, à la quatrième place, j'ai mis Unforgiven. Donc pas pour le pay-per-view Unforgiven, parce que dans l'ancien temps, enfin dans l'ancien temps, on dirait que je De parle mon du pay-per-view de temps. l'Antiquité, mais non, dans le temps où le pay-per-view a été créé, c'était une simple appellation de pay-per-view, il n'y avait pas de concept particulier. Mais à partir de l'année 2008, et c'était d'ailleurs la dernière édition, ils ont ramené les Scramble matchs. Et c'était un petit peu le thème de ce pay-per-view, le thème des Scramble. Et j'aimerais tellement qu'ils ramènent ce pay-per-view en reprenant le thème des Scramble qu'ils avaient accordé à l'année 2008. Parce que cette stipulation, moi, je l'adore. Je la trouve vraiment géniale parce qu'il y a tellement de suspense du début jusqu'à la fin. J'adore cette stipulation. Donc rien que pour ça, j'aimerais que cette stipulation soit exclusive à un pay-per-view, que ça devienne un pay-per-view à thème et que ce soit Unforgiven. Personnellement, en numéro 4, j'ai aussi choisi un pay-per-view à thème. J'ai choisi Breaking Point. Euh, c'est un pay-per-view qui a eu lieu qu'une seule fois. C'était en 2009. 9. Et, ouais. Et c'était un pay-per-view où les grands matchs avaient la stipulation d'être des matchs de soumission. Donc, je me souviens que j'avais vraiment apprécié ce pay-per-view. Bon, avec le Montreal Screwjob numéro 2 avec CM Punk et l'Undertaker. Et en tout cas, je pense que dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui de catchers, ce que je veux dire, bien sûr, je pense que c'est un pay-per-view qui aurait beaucoup de sens et surtout avec la division par exemple Cruiserweight, je verrais vraiment ce pay-per-view avoir lieu à Raw et des matchs Cruiserweight se finir en soumission. Je sais pas, je trouve ça naturel.
et je trouve que ça serait un très bon thème de pay-per-view pour quelque part entre WrestleMania, SummerSlam, ça devrait pouvoir passer. Et puis c'est une stipulation submission match qui est pas beaucoup utilisée et qui pourrait vraiment revenir en flèche pour Raw, je pense. En tout cas, on passe au numéro 3 avec Alors, pour mon numéro 3, c'est un pay-per-view à thème. J'ai choisi Fatal 4-Way, qui était en 2010. Pour moi, c'est un... Voilà, j'en étais sûr. Euh, pour moi, c'est un pay-per-view, honnêtement, j'ai beaucoup aimé en fait le fait de mettre plusieurs Fatal 4-Way dans une soirée. Sachant que le pay-per-view n'était pas non plus aussi mémorable. Mais s'il venait à le remettre pour au moins un an, pour une brand, moi j'aimerais bien, je serais toujours partant. Sachant que j'adore les Fatal 4-Way, raison de plus. Alors, je pense que vous l'aurez compris, j'ai le même top 3. Donc, j'ai mis Fatal 4-Way qui a eu lieu qu'une seule fois, c'était en 2010. Et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils ont retiré ce pay-per-view parce que le concept est certes très simple, hein, c'est d'avoir plusieurs Fatal 4-Way dans la soirée. Mais les Fatal 4-Way est une stipulation où il y a tellement de suspense dans ce genre de match. Moi, j'adore, tout comme Louis, cette stipulation. C'est très simple, c'est tout con, c'est basique, mais avoir un pay-per-view avec ce thème où on peut avoir plusieurs matchs de ce type, moi, je suis absolument pas contre. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir de revoir ce pay-per-view. Surtout qu'en 2010, le pay-per-view était pas mauvais. On avait la Nexus qui était intervenu dans le main event, c'était un peu flou. Sheamus l'avait remporté, je crois. On avait eu une grande surprise, enfin à l'époque, c'était une grande surprise, Rey Mysterio qui devenait pour la deuxième fois champion du monde. Et je crois que c'était Alicia Fox qui avait remporté celui des Divas, je Oui, crois. justement, Donc c'était ouais, c'était pas mal. Eva Marie. Eve Torres qui avait fait son fameux salto arrière et Eva Marie. Oh purée. Et Alicia Fox qui intervient sur Eva Marie pour faire le tomber. J'ai adoré cette victoire. Ouais. Eva Non, en plus, Marie. ouais, j'ai vraiment pas Avec compris Kane pourquoi en ils ont plus. retiré ce pay-per-view parce que il avait été bon celui de 2010, donc vraiment étonnant. Et l'histoire avec Kane aussi avec son frère. Il était intervenu dans le match de SmackDown pour mettre CM Punk. Enfin bref. Oui, ce qui a lancé une rivalité sans commentaire. Du coup, bah, je passe à mon numéro 3 et mon numéro 3, moi, c'est Cyber Sunday. C'est un concept que j'avais bien apprécié et que j'aurais bien aimé revoir à la vidéo aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça Taboo Tuesday, je crois, où en gros c'était les fans qui choisissaient par exemple les adversaires ou les stipulations des matchs. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais bien voir revenir à la WWE. Surtout aujourd'hui avec vu comment les fans utilisent les réseaux sociaux et comment ils utilisent Oui. internet, etc. Ça pourrait être quelque chose qui serait assez simple d'utilisation et qui pourrait très très bien fonctionner, qui amènerait énormément de hype. On passe au top 2 et puis je vais laisser. Alors pour mon top 2, je choisis Elimination Chamber parce que c'est un pay-per-view que pour moi, même s'il fallait, je préférais quand c'était d'une manière d'annoncer un Elimination Chamber dans n'importe quel pay-per-view, ce qui aurait été un peu plus, je sais pas comment on peut dire, incertain, un peu plus exceptionnel. Mais bon, ils ont mis en pay-per-view, puis moi j'aimerais bien qu'ils reviennent puisqu'ils l'ont enlevé cette année et je trouve ça vraiment dommage. Moi, c'est toujours un pay-per-view de toute façon qui m'a marqué. J'ai toujours adoré ce pay-per-view. De toute façon, la stipulation Elimination Chamber, j'ai toujours adoré ça. Donc, s'ils pouvaient le remettre, je serais très content. Moi, la deuxième place, j'ai mis le même top 3 que Guillaume. C'est Cyber Sunday. Donc, il a rappelé le pay-per-view, donc je vais pas revenir dessus. Mais par contre, ce qu'a dit Guillaume, c'est vraiment vrai. La technologie a tellement évolué maintenant que c'est un pay-per-view qui serait tellement bon pour la WWE parce qu'elle tient tellement à utiliser et à montrer son modernisme, on dit, je crois. Donc voilà, Sa utiliser les réseaux modernité. sociaux pour ce pay-per-view. Oui, 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 merci Louis, merci Louis. Et n'empêche qu'on se moque de Louis, mais il a un très bon français Ben quand même. attends, je fais L, c'est Ah, pas pour rien. ah d'accord, ça explique beaucoup de choses en fait. Pardon.
Oui, vas-y, Axel. Non, bref, rien. Donc oui, donc le contexte actuel fait que Cyber Sunday serait un très bon pay-per-view. Personnellement, j'adorais ce pay-per-view. J'ai jamais eu l'occasion, parce que le pay-per-view a disparu en 2008. À 2008, je venais à peine d'avoir Internet, je crois. Donc j'ai jamais eu l'occasion de voter, etc. Mais ça doit être très sympa en tant que fan de pouvoir voter. Bon, après, je sais pas trop si c'est truqué ou pas. Je ne pense pas quand même. Mais voilà. Je ne sais pas s'ils oseront le ramener, mais j'espère. Surtout avec les réseaux sociaux. Alors là, j'aime bien parce que je pense qu'au moment où tu as dit 2008, je venais à peine d'avoir Internet, je pense que la plupart des fans qui sont jeunes viennent de s'arracher les cheveux en mode What? Je pense qu'ils n'ont pas bien compris parce que oui, 2008, c'était pas encore très répandu Internet. Je pense que ça les a un peu étonnés. Moi, je me souviens Pourquoi même plus, Euh, pour t'avouer. mais Je me souviens même plus si j'avais Internet ou pas en Pourquoi 2000. Je ça t'a crois pas. étonné, Guillaume? parce que je pense que certains fans sur la chaîne sont assez jeunes et pour eux, ils ont toujours vécu avec Internet. Donc de dire Ah que oui. il y a encore genre même pas 10 ans, il n'y avait pas Internet. Et je pense que certains ont été Enfin, il y en étonnés. a Pour beaucoup qui avaient t'avouer, moi, déjà je vais faire, Internet, hein. Moi, je vais j'ai eu f- Internet je vais- assez tard, mais moi, j'ai fait une petite anecdote. Moi, même aux alentours de 2006-2007, j'ai encore le souvenir d'enregistrer des shows de la WWE en cassette. Autant dire que quand même, ça commence à dater. Je l'ai fait quand j'étais en 2009-2010, hein, perso. Mais bref. Du coup, oui, pour revenir Ah. au top 5 quand même. Personnellement, mon numéro 2, j'ai mis Armageddon parce que c'est un peu comme New Year's Revolution, c'est un décor que j'avais adoré. C'était le l'EP, genre où tout, genre l'année était finie, c'était la fin du monde, et que c'était un bon thème pour justement cette fin d'année et puis surtout le moment où Jeff Hardy a gagné le titre de WWE, bah voilà quoi. Mais Quelle année? 2008. Bien! Bah attends, c'est la première fois que je voyais le catch et c'était Jeff Hardy qui vient de remporter le titre. Attends. Énorme, Et énorme. ah bah oui. Et du coup, bah ouais, c'est un pay-per-view, ça c'est vraiment personnel, mais c'est un pay-per-view qui est resté gravé dans mon cœur et puis bah à tout jamais, Oh, je c'est l'aimerai. beau. Pam, pam, Portez pam, le pam, mouchoir. pam. Du coup, bah on passe au numéro 1 et on commence avec Louis. Pour mon numéro 1, moi j'ai mis One Night Stand. Alors, c'est pas, je sais pas si on pourrait dire, c'est pas un pay-per-view à thème, non. Mais c'était vraiment basé sur tout ce qui était extrême et tout ça. Et moi, c'est celui-ci de 2008 qui m'a vraiment marqué. Et voilà, c'est vraiment d'une valeur historique aussi. Ce pay-per-view était juste magnifique, quoi, avec Undertaker Edge en main event. Ou d'ailleurs, si Undertaker perdait, il était viré ou était exclu, je sais pas, et il est revenu. Enfin voilà, il y avait vraiment eu, c'était un pay-per-view qui m'a vraiment marqué dans ma carrière de fan. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Mais voilà, s'il pourrait le remettre, je serais très content, même si Extreme Rules est vachement vraisemblablant avec. Mais moi, ça me gênerait pas. Alors, One Night Stand avant était exclusif à la ECW. Oui, Et Mm. c'est assez récent comme pay-per-view, je crois, hein. Ça doit être 2008? 2004, je crois, le premier. Ouais, ah, le dernier. Ouais, Non, le le premier, le le premier premier. premier, je sais 2004 pas. et c'est devenu exclu WWE en 2006, je crois, ou 2007. Ouais, Et à partir de 2006. 2009, c'était Extreme Rules. Oui, donc vas-y, Hmm, Axel. le 2008 déjà s'appelait Extreme Rules, je crois, hein. C'était One Night Stand Extreme Rules. Oui, oui, c'est ça, Non. Bref. effectivement. Si? Si, 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 si. Ah. Mais bref, vas-y, numéro 2, Axel. Le- Numéro 1. Oh là là, je suis. Alors, à la première place, j'ai mis le pay-per-view Elimination Chamber. Alors, c'est pas en soi le pay-per-view, hein, parce que j'aurais très bien pu mettre No Way Out, par exemple, en numéro 1. Ce que je veux, c'est vraiment un pay-per-view, peu importe le Way Out, qui reprenne Elimination Chamber ou qu'ils en créent un nouveau. Euh, Il y avait même une rumeur pendant un moment qui disait que le pay-per-view Elimination Chamber pouvait être renommé No Escape ou un truc du genre. C'était aux Ah alentours de oui. je sais plus quelle année. Et ils l'ont jamais fait.
Mais voilà, donc peu importe qui donne n'importe quel nom au pay-per-view, je m'en fiche, mais qui nous ramène cette stipulation de l'Elimination Chamber, qu'ils la mettent pas aux alentours de WrestleMania, parce que ça a toujours été une mauvaise idée, je trouve, de Mmh. la mettre la veille de WrestleMania. Parce que on savait toujours que le champion en général conservait son titre, donc il n'y avait pas vraiment de suspense. Qui garde Fastlane ou qui mettent autre chose, mais qui place les Mission Chamber à une autre période de l'année où le champion peut perdre son titre, quoi. Qui est vraiment du suspense et que je sais pas si cette rumeur du fait que soi-disant il était plus possible maintenant de suspendre la cage dans les arènes parce que les arènes n'étaient plus équipées de ce qu'il fallait pour supporter le poids de la cage, etc. Je sais pas si c'est une fausse excuse ou si c'est vraiment vrai, mais j'espère vraiment qu'on va continuer à avoir cette stipulation de temps en temps parce que là, le pay-per-view exclusif au network l'année dernière, on l'a quand même bien apprécié, hein. C'était Ouais, pas, enfin, surtout le le tag titre team. mondial n'était pas concerné par ce match, c'était que les titres mineurs et les titres tag team, mais on a quand même vraiment apprécié. Personnellement, j'ai le même avis, mais pour moi, je veux voir le retour de l'Elimination Chamber match, mais pour moi, le pay-per-view de Elimination Chamber, c'est No Way Out. J'ai connu le match Elimination Chamber dans le pay-per-view No Way Out, et pour moi, ça reste le pay-per-view de cette stipulation. Je sais pas, il y a quelque chose, vraiment, le fait, rien que le nom, dire genre, tu peux pas sortir, il y a aucune échappatoire, ça représente bien l'Elimination Chamber, tandis que juste le nom, bah, c'est comme Money in the Bank, c'est comme TLC, c'est comme Hell in a Cell. On pourrait trouver d'autres noms qui représenteraient un peu plus que juste le nom du match. Oula, Oula. excusez-moi. Oh, j'ai failli mourir, les mecs. Euh, aucune échappatoire, ça y est, on vient me chercher. Mais, mais oui, en tout cas, bah, j'aimerais vraiment revoir No Way Out arriver sur le network. Et pour ce qui est d'accrocher la cage, je pense que c'est vrai, il y a un vrai souci technique. Parce que le truc fait quand même plusieurs tonnes, je sais plus combien elle fait, mais voilà, c'est pas un truc léger. Mais Et surtout un truc exclusif au network parce que ça pourrait limite ne pas être PG. Le fait que ce soit exclusif au network, on pourrait rajouter pas une stipulation, mais une règle comme quoi ce serait pas PG, qu'on pourrait voir du sang et qu'on pourrait voir des trucs beaucoup plus brutaux. T'avais... Non, je sais pas, je crois qu'Axel allait dire quelque chose, non? ouais, par rapport au fait que c'est vrai la rumeur sur les arènes qui peuvent plus supporter la cage parce qu'elle est trop lourde. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord que la cage est très très lourde et que ça peut être difficile. Maintenant, ils l'ont fait pendant des années. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, à partir de maintenant, les arènes ne peuvent plus alors qu'elles le faisaient avant? Parce Je peux que... comprendre qu'il y ait certaines arènes où c'est pas possible de l'installer, mais enfin, je veux dire, le pay-per-view, il peut être planifié à une date très lointaine, et ils ont tout à fait le temps de choisir l'arène qui va accueillir ce pay-per-view en fonction de son toit, savoir si elle est capable ou non d'accueillir la cage. Et ils choisissent une arène en fonction de ça. Je crois que c'est à cause de ça justement parce qu'ils voulaient déplacer le pay-per-view parce que dans la Road to WrestleMania c'était beaucoup trop prévisible, ils voulaient changer ça. Et le problème c'est que dans cette année-là ils ont eu énormément de mal à trouver, ils ont trouvé. Et au final, pour cette année, il aurait dû y en avoir une, mais ils ne savaient pas où la placer parce qu'il y avait trop de pay-per-view déjà. Hmm, ouais. Bah, de toute Mais façon, voilà. pour conclure sur ce top 5, pourquoi on a choisi ce top 5? Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Euh, tous ces pay-per-view-là ont des chances de revenir. Et c'est beaucoup plus possible qu'auparavant. Pour une seule raison, c'est que bah, il y a eu le brand split. Donc il va falloir retrouver des pay-per-view exclusifs à Raw et à SmackDown. On a eu le calendrier pour cette fin d'année, donc à mon avis, il sera conservé pour l'année prochaine, il n'y a pas de raison. Mais on n'a pas eu le calendrier de début d'année, donc de janvier à juillet. On ne sait pas les pay-per-view interbrand qu'il y aura, donc il y en aura forcément des nouveaux l'année prochaine. On ne les connaît pas encore, donc les 5 que nous avons cités chacun notre tour peuvent très bien faire partie de cette liste, ou alors ils peuvent tout simplement en inventer des nouveaux à voir. Mais il y a de grandes chances qu'il y ait des anciens pay-per-view qui reviennent. Donc Elimination Chamber pourra en faire partie et j'espère vraiment. Ou No Way Out.
Mais par contre, pas nous foutre le No Way Out de l'année 2012 avec un Big Show contre John Cena en Steel Cage match où John Oh Laurinaitis intervient à la fin, quoi. non. Ah Non, oui, c'est merci. vrai, j'avais oublié ce Mm. pay-per-view, tant pis, tant pis. Mais ouais. Ou alors juste ramener au moins le match Mission Chamber, pas forcément le mettre à un point fixe tous les ans, C'est mais ça. vraiment l'utiliser comme match, comme gimmick match pour les gros événements. Comme il le faisait au début, il y en avait à Oui, SummerSlam, il y en avait à Survivor Series. C'était ouais, cool. c'est vrai. Du coup, on en a fini avec ce top 5. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous proposer vos idées de top 5 dans les commentaires. Allez-y, n'hésitez pas. Personnellement, je lis chaque semaine les commentaires et je 5 dedans. Donc, proposez-nous vos idées. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la question de la semaine. Et donc, cette semaine, une première question qui nous a été posée par Mister Black Dabi Dabi. Que pensez-vous, enfin, est-ce que vous pensez que Randy Orton et John Cena pourront un jour redevenir champions du monde? Allez-y, qui veut commencer? Vas-y, Louis, c'est à toi Honneur à cette fois. Axel. Oh merde. Ah, j'ai commencé le débat alors. Ouais, vas-y, commence. Oh, D'accord. Bah, de Honneur toute au façon, je vais pas patron. dire grand-chose parce que moi, j'en ai déjà parlé dans le débat. J'ai parlé de John Cena en plus. Je savais même pas qu'il y avait cette question après, donc j'en ai parlé un peu involontairement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que bah, Orton et Cena, ils ont vécu leur temps. Pour Cena, il aura sa chance, hein. Donc là, non merci. Je ne sais pas encore s'il gagnera. Je me suis pas encore trop posé la question sur comment va se dérouler la suite, etc. Il y a de grandes chances, hein, qu'ils deviennent 16 fois champion du monde. Je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Ils vont au moins égaliser le record de Ric Flair. Donc pour Cena, oui, je dirais oui. Pour Orton, je sais pas. C'est difficile à dire. Pour le moment, je dirais non parce qu'il y a tellement de la liste est tellement longue pour ceux qui peuvent prétendre au titre, dans les nouvelles générations de catcheurs qu'il y a plus de place pour les anciens, quoi. Mais ça dépend du moment présent. Si jamais ils ont pas confiance en un certain lutteur, ils peuvent se servir d'Orton comme solution de secours et lui offrir un règne. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. Maintenant, j'ai plus d'optimisme pour John Cena que pour Randy Orton. Je vois plus Cena devenir champion du monde que Randy Orton à l'heure actuelle. Voilà. Moi, je trouve que ça va être évident. Sinon, il va forcément égaliser le record de Ric Flair. C'est presque sûr. Après, le battre, je sais pas, mais c'est vrai que maintenant, je le vois y aller vraiment très prochainement. Pourquoi pas dès No Merci, hein, pourquoi pas? Non, c'est vraiment parce que voilà, ça faut que ça se fasse dans les brefs délais, je pense. Sachant que maintenant, la WWE peut prendre en compte que les blessures peuvent arriver à n'importe quel moment avec quelqu'un comme Cena. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore avec Cetano là? Ou quelqu'un comme Orton. Mais moi, je serais pour que Cena redevienne champion et pas pour un long règne, hein, bien sûr, mais je vais pas dire que ça m'a manqué parce que là, je vais me tirer des gens au dos. Et non, 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 c'est juste que pourquoi pas, écoutez, en plus, c'est pas parce que va être mis en avant et va redevenir champion que forcément les gens vont tous être décrédibilisés autour ou tout ça, non. Mais voilà. Mais ça me gênerait pas de le revoir champion. Pour ma part, je pense que Orton c'est mort. Peut-être qu'il aura une chance ou deux, mais il ne gagnera pas le titre. Pour Cena, comme vous, je pense qu'il va égaliser, au moins égaliser le record de Ric Flair. Le dépasser, je sais pas, ça risque d'être compliqué, comment ça se faire vieux et le temps se fait court pour lui. Mais en tout cas, l'égaliser, c'est quasiment sûr et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont en faire une storyline dans le fait que bah, John Cena veut égaliser. On a commencé à voir un nouveau John Cena, un John Cena un peu plus égoïste, un peu plus, comment dire, frustré à SmackDown. J'espère qu'ils vont continuer à travailler là-dessus et j'espère vraiment pouvoir voir une storyline d'un John Cena qui chasse vraiment ce 16e titre pour être inscrit dans l'histoire comme un des champions avec le plus de règne. Ça pourrait être une très bonne storyline pour Cena et ça pourrait vraiment le rebooster à SmackDown.
On va passer du coup à la deuxième question posée par Jean-Baptiste. Pensez-vous qu'un jour tous les titres seront égaux, donc que ce soit à Raw ou à SmackDown? Vas-y, Louis. Non, je pense pas que ça va être le cas. C'est bien aussi d'avoir un petit côté de statut, de savoir qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Enfin, plus forts. Non, pas plus forts, mais qui ont un plus haut statut. Voilà, je sais que un statut, je l'utilise beaucoup dans cette, euh, dans cette émission. Mais non, 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 déjà, je pense pas qu'ils le feront parce que ce serait très risqué. Et en plus, on serait totalement perdu, tout ça. Il y aura plus de dominants, de dominés, tout ça. Ce serait vraiment très brouillon. Donc, le mieux, c'est de laisser comme ça, c'est parfait. Et que ça change pas. Et je vois pas pourquoi ça changerait parce que ça n'a jamais changé. Moi, je veux rejoindre Louis, hein, évidemment. Je suis d'accord avec lui. Il faut garder ce mode de hiérarchie dans les lutteurs. C'est comme ça d'ailleurs dans tous les sports, hein, que ce soit en MMA, que ce soit dans la boxe, il y a toujours les catégories de poids. Même dans le football, il y a la Ligue 1. Bref, même si je suis pas un très grand connaisseur de foot, voilà, les équipes sont différenciées en fonction de leur niveau. C'est pareil pour les catcheurs, il faut les mid-carders, il faut les low-carders, il faut les main eventers. Il faut même toutes les ceintures ne peuvent pas avoir la même valeur, c'est pas possible. La division cruiserweight, il y a des divisions différentes, donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est impossible. Euh, et puis même pour les shows, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des divisions qui soient différentes plutôt que de tout le monde mettre tout le monde dans le même sac. Vous imaginez organiser un pay-per-view avec que des main eventers, ça risque d'être compliqué, hein, franchement. Non, donc pour moi, c'est vraiment pas possible. Je pense pas non plus. Je pense que c'est une bonne dynamique d'avoir un titre mineur et un titre majeur. Parce que quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, je prends un exemple, en fait j'en ai aucune idée, mais genre quelqu'un qui vient tout juste d'arriver va plus facilement partir pour un titre mineur qu'un titre majeur. Un Zack Ryder va plus facilement partir pour le titre intercontinental que le titre WWE par exemple. Et je pense que c'est vraiment important de garder cette hiérarchie dans les titres et d'avoir un mid-card pour pouvoir évoluer sur tous les personnages. Si on donne un titre mondial à n'importe qui, forcément ça décrédibiliser le titre et ne pas avoir la même importance que les autres. Donc même si on voulait qu'ils soient tous égaux, il y en aurait forcément un ou deux qui seraient meilleurs ou un ou deux qui seraient moins mis en avant de par leur champion. Totalement d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour avec les questions de la semaine. Et puis bah on a malheureusement terminé pour ce podcast. Mais on Oh revient la semaine Mais on prochaine. revient la semaine prochaine. ouais. Ça fait le truc Secret Ouais. Story, oh, c'est génial. Du coup oui, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous pensez des news de la semaine. Nous proposer aussi des top 5 ou même nous donner vos top 5 dans les commentaires. Et surtout nous poser des questions pour la rubrique questions des fans la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis fans de catch. Et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le contenu que nous fournissons chaque semaine. Et puis bah on vous remercie énormément. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Axel, excellent garçon, c'est ça? Excellent garçon. C'est ça. De toute Louis, façon, il c'est s'affiche. devenu très- Il s'affiche à Voilà. l'écran. Laissez la fête. Allez, Mais pourquoi? Axel le beau jeu, c'est bien, bravo. Il va oublier de faire le montage en pareil. Et du coup, on vous Non. remercie énormément pour nous suivre chaque semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 37. Un mot de la fin, les gens? Statut. Là-dessus, d'accord. Axel. Merci, Louis. Axel. Topinambour. C'est pas bon ça. Ah, tapis dans le beurre. Carotte. Et la semaine prochaine, je ferai courgette. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À bonne. Ciao. Bye bye.